Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous rester fidèles. Nous sommes heureux de vous retrouver sur ce plateau de l'invité de la mi-journée. Nous avons le plaisir et l'immense honneur de recevoir Abdou Khadre Sall. Il est le président du mouvement Askanu Sénégal. Il fait partie du collectif des candidats recalés. Abdou Khadre, bonjour. Bonjour Pierre-Edouard. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie surtout, vu le contexte, de bien vouloir nous octroyer cette possibilité de s'adresser à la fois à nos sympathisants, à vos téléspectateurs, mais aussi à tout le peuple sénégalais. Contexte qui n'est pas non plus évident pour vous. Évident actuellement. Candidat recalé, vous êtes en train de déposer des recours par-ci, exactement, des conférences de presse par-là. Exactement. Alors, comment avez-vous vécu d'ailleurs le rejet de votre candidature? Avec désarroi, parce que nous avons des sympathisants qui ont travaillé, qui sont derrière nous, nuit et jour, qui ont œuvré pour que cette candidature-là soit retenue. Et nous avons sillonné le Sénégal à la recherche aussi des parrainages, mais surtout à la rencontre de nos compatriotes pour recueillir leurs sentiments, mais surtout leur désarroi sur ce qui se passe actuellement, enfin, dans leur quotidien. Et malgré tout ça, on nous dit que bon, pour des questions techniques, on n'a pas été retenu. Donc même ce travail qui a été abattu n'a pas été regardé. J'ai trouvé cela dommage. C'est quoi? Vos dossiers n'ont pas été au complet? Oui, alors ils nous ont dit que le dossier n'était pas complet suite à l'attestation de la CDC qu'on n'a pas reçue dans les délais. Tout simplement. Et donc, nous, on a estimé que c'était un problème technique, malgré tous les justificatifs qui ont été fournis, et que le président du Conseil constitutionnel a bien reconnu. Mais malheureusement, il nous a fait comprendre que c'est une attestation qu'il fallait. Et malgré qu'ils comprennent que dans le dossier, il y a tous les éléments probants, justifiant qu'il y a quand même les fonds nécessaires pour l'obtention de cette attestation, mais que malheureusement, suite à la lenteur administrative et à des contraintes bancaires, donc on a eu des contraintes de traitement bancaire, donc on n'a pas eu l'attestation, enfin le chèque certifié à temps pour pouvoir avoir cette attestation. Avez-vous maintenant digéré le rejet de votre candidature? Parce qu'on vous a vu sortir furieux des locaux du Conseil constitutionnel. Digérer, non, je pense que non, mais on est surtout en train de réfléchir sur la suite, parce qu'à un moment donné, il faut avancer. Et les élections arrivent très vite, donc il faut avancer et s'organiser surtout pour préparer le combat et préparer l'avenir, parce que l'avenir du Sénégal est en train de se jouer. Donc on n'a pas le temps de vous morfondre, de nous morfondre en fait sur la situation, en tout cas notre situation personnelle. Il faut qu'elle soit maintenant une situation pour tous les Sénégalais, qu'on essaie de voir comment faire pour que le Sénégal de demain soit un Sénégal qui pourra s'en sortir collectivement. Êtes-vous en train de nous dire que malgré le rejet de votre candidature, vous comptez quand même jouer un rôle à la présidentielle? Mais c'est ce qu'on est en train de faire et on va continuer à le faire, parce que j'estime qu'aujourd'hui, tout le travail qui a été abattu ne doit pas être vain. Donc il y a un recours que nous avons déposé quand même, donc je pense que nous allons laisser le bon soin au Conseil constitutionnel pour vous y croyez? On a l'impression que c'est sans conviction là. Si, il faut toujours y croire, parce que c'est la plus haute institution judiciaire du pays. Donc moi, jusqu'à preuve du contraire, je me dis que tout dossier qui lui sera soumis sera étudié avec la plus grande attention, puisqu'on les appelle les sages. Donc ils disposent de ce qualificatif de sagesse, et par conséquent, j'estime et j'ose croire qu'ils feront le travail, comme je l'ai dit tantôt hier dans l'interview accordé à vos confrères de la presse. Maintenant, concrètement, quel rôle comptez-vous jouer à la présidentielle? Aujourd'hui, nous avons rejoint le collectif des 27 signataires pour un recours collectif dénonçant aujourd'hui les problématiques liées au parrainage, liées aux différentes difficultés qu'ont rencontré les candidats et la ténébreuse qui entoure le fichier électoral. Donc on est en train de réfléchir et de s'organiser afin de donner toutes les informations adéquates et d'édifier
nos compatriotes sur ce qui se passe réellement par rapport à ce processus électoral. Mais à ce rythme, n'avez-vous pas l'impression que les dés sont pipés dès le départ, vu ces nombreux impairs là qu'on a vus, ces nombreux manquements dans le processus électoral? Dans le processus électoral, bon, oui. Le jeu a été biaisé, je pense, depuis le début, surtout lorsqu'on a tenu un dialogue national ici et que derrière il y a eu des décisions qui ont été prises, bon, qui sont en train d'ailleurs d'être exécutées, et maintenant on se rend compte du désastre que cela a causé. Il va falloir, je pense, il ne faut jamais se désespérer, il faut toujours se battre parce qu'à tout moment, on peut arriver quand même à obtenir gain de cause. Et puis, il y a la plus haute juridiction du pays qui est le Conseil constitutionnel, mais nous appartenons aussi à une organisation sous-régionale, donc qui s'appelle la CEDEAO, et éventuellement on pourra faire un recours auprès d'eux pour essayer de faire valoir nos droits et de remettre la démocratie au centre du jeu. Quelles ont été les raisons ayant fondé votre candidature? Alors, en tant que Sénégalais, donc moi je suis un jeune Sénégalais qui a fait ses études ici, dans plusieurs villes du pays, notamment Saint-Louis, Diakhao, Diourbel, Dakar. J'ai eu mon bac au Collège Sacré-Cœur. Je suis allé à Bordeaux pour faire mes études supérieures. À la suite de cela, j'ai quand même travaillé pour chercher de l'expérience. Puis j'ai commencé à créer mes entreprises. Donc j'ai eu une première entreprise, deuxième, troisième, et aujourd'hui j'en ai 5, avec plus de 120 salariés à la clé. Donc qui quotidiennement œuvrent pour faire évoluer le système économique, mais surtout s'élever socialement, donc avoir une dignité sociale. Donc quand j'ai vu cela dans un pays autre que le Sénégal et que je viens ici pour essayer d'apporter cette pierre-là et d'édifier enfin, d'aider nos jeunes, d'aider nos compatriotes à mettre à profit mon expérience et mon expertise, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un décalage. Voilà. Sur le plan social, il y a une misère sociale qui est grandissante. Et au fur et à mesure que nous avançons, on se rend compte que cette misère sociale-là, on essaie quand bien même de les accompagner de manière, en faisant un peu de social un peu partout, mais on se rend compte qu'en fait, en réalité, pour pouvoir aider les gens réellement, il faut avoir les leviers qui le permettent. Et ces leviers-là, c'est des leviers de décision qui se font malheureusement que à travers la politique. Et donc, c'est aussi une des raisons qui nous a motivés à travers le mouvement Askanu Sénégal à nous battre. On a fait quelques actions. Vous l'avez créé en quelle année? En 2021. En 2021. Donc, on a commencé à faire des actions sociales dans pas mal de villes ici au Sénégal. Puis, petit à petit, c'est devenu un mouvement politique. Et j'ai eu l'honneur et l'immense plaisir d'être investi par notre comité exécutif en tant que représentant du mouvement lors de ces élections pour la législation suprême. L'un des reproches qu'on vous fait, à vous, Sénégalais de la diaspora, c'est que là, vous venez au Sénégal, vous vous intéressez à la politique en période électorale. Oui. Est-ce un reproche que vous entendez? Ça peut se comprendre. Bon, maintenant, parce que beaucoup de ces formations-là sont nées récemment, mais nous, il faut savoir qu'on œuvrait bien avant tout cela. Voilà, parce que 2021, c'est pas hier. Et même si c'est pas non plus extensible, il faut savoir que nous, on avait quand même des activités professionnelles et que aujourd'hui, quand ces activités-là ont mûri et que on peut se permettre, voilà, de donner ce qu'on appelle du social time un peu à nos compatriotes, on revient. Voilà, à cela parce que finalement, on aime le Sénégal. On aurait pu rester dans la diaspora ou rester chez nous, etc. Mais je pense que la société nous a donné quelque chose. À un moment donné de la vie, il faut, pour ne pas être égoïste, essayer de voir comment on peut être utile à son pays. Et je pense que la meilleure manière, c'est aussi en investissant dans le social, en investissant dans l'humain, mais surtout en faisant de la politique. Mais une politique différente. Une nouvelle manière de voir. Nous, aujourd'hui, on se dit que nous sommes nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes des hommes politiques. Et ça fait la différence puisque nous avons une vision claire. Nous apportons le pragmatisme.
Et je pense que c'est ça qu'il faut. Oui, mais souvent les Sénégalais, les citoyens, ils vous renvoient dos à dos. Ils disent que les politiciens, tous pareils. Mais politiciens, oui, effectivement. Donc je peux comprendre ces arguments-là. Mais je pense que quand quelqu'un a travaillé sa vie et qui a montré que sur le secteur dans lequel il évolue, il a fait ses preuves, mais qu'il a pris son propre argent à sillonner le Sénégal, dans chaque ville où nous sommes passés, à aider les gens socialement, à prendre son argent, à mettre dans dans des infrastructures aussi au niveau du pays. Moi, je pense que celui-là n'a plus rien à démontrer en réalité. Donc, parce que aujourd'hui, je le disais souvent quand on va voir les gens dans les différentes villes, je leur disais que aux gens de Kédougou, par exemple, quand moi je me bats pour que Kédougou ait des infrastructures de qualité, que la population de Kédougou puisse se retrouver dans ce qui nous appartient à tous, le Sénégal, c'était une manière et je le disais ceci, moi ce ne sera pas moi que ça va profiter, parce que je n'habite pas à Kédougou, et que si je viens ici peut-être une fois par an, ce sera déjà pas mal. Moi ça va plus profiter à vous, concitoyens qui vivez là. Donc, en fait, on arrive à un moment, par exemple, en 2024, vous allez dans une ville comme Diourbel, parce qu'on a eu l'occasion de le voir lors de notre bébé de tour, une ville historique, au cœur de Diourbel. Les gens sont encore en train d'aller au puits pour prendre l'eau potable, pour pouvoir boire. Et donc, c'est beaucoup de difficultés que nous avons énumérées et auxquelles nous nous disons qu'on n'a pas la solution miracle, mais on peut apporter des solutions. Parce qu'en 2024, pour moi, dans un pays qui s'appelle le Sénégal, où nous avons toutes les ressources naturelles possibles, pour moi, il est inadmissible que le minimum requis ne profite pas à tous les Sénégalais. L'eau potable, l'électricité, moi je pense que ça ne doit plus être des débats en 2024. Ouais. Et pour cela, il faut que les Sénégalais sachent choisir le bon profil pour ce Sénégal-là. Donc il y a une ribambelle de jeunes candidats comme moi qui sont très compétents dans ce qu'ils faisaient. Donc le Sénégal de 2024 doit être un Sénégal de compétences. Et plus un Sénégal où les gens vont faire des... Voilà. On a enfin l'occasion d'élire un président et non de défaire un président. Et en plus, ce qui est quand même très bien, c'est qu'on a un président qui ne fera pas partie de ces élections-là. Donc il faut qu'on soit focus sur cela, que les Sénégalais ne se fassent pas duper, qu'on soit concentré sur l'essentiel, et ensemble on fera du Sénégal une référence africaine comme il le fut jadis. Et parmi les profils des candidats donc actuels, voyez-vous quelqu'un qui pourrait être ce fameux cheval de Troie, qui pourrait sortir le Sénégal de l'ornière? Comme je dis, des discussions maintenant doivent s'engager, que l'opposition doit se réunir. Donc c'est l'objectif d'ailleurs de ces collectifs-là. Il faut s'unir et surtout discuter, voir le bon profil. Parce que, comme je dis, il y a une classe politique avant et il y a une nouvelle génération qui émerge. Donc il faudra de ces deux-là confronter les deux, parce que on dit en Wolof mak matna baye cim réew. L'expérience et la jeunesse. Et la fougue de la jeunesse. C'est important. La fougue de la jeunesse, donc c'est le dynamisme, le pragmatisme et la vision. Donc la vision de 2030 ou 2040 du Sénégal, je pense que c'est nous qui aussi allons l'incarner. Et c'est pour ça que j'ai déploré lors du dialogue national que malheureusement, ces jeunes-là, cette jeunesse-là qui fait 80% de la population sénégalaise, n'ait pas été consultée pour pouvoir donner son avis, puisque c'est de son avenir dont il s'agit. Et c'est de son avenir dont on parlait. Et je l'ai déploré assez, et je pense dans tous nos réseaux. Aujourd'hui, on commence maintenant à sortir du bois pour parler aux Sénégalais, aller dans les médias, expliquer la raison de notre mission. Qu'est-ce qu'on veut pour le Sénégal? Vous vivez en Europe, en France plus précisément, donc ça vous permet d'avoir un regard plus global sur ce qui se passe au Sénégal. Nous avons vu autre chose ailleurs. Absolument, vous en avez vu d'autres. Voilà. Et votre bébé tour également a été une occasion de sillonner le Sénégal des profondeurs. Qu'est-ce que vous y avez vu? Alors, j'ai vu de la souffrance. Je suis allé dans un village, dans le Fouladou, où l'infirmier du village est sorti, tout le monde du marché, en me disant que
ils ont des difficultés. C'était entre Vélingara, je pense, et Kolda. Et ils nous ont fait comprendre que quand il pleut, les routes sont coupées. Les gens ne peuvent plus avoir accès au chef-lieu du village. Et qu'autour, il y avait plus de 75 villages. Et donc, la partie nord-ouest de la commune, dès qu'il pleut, plus personne ne peut quitter son petit village pour venir dans la commune, ne serait-ce que pour s'approvisionner ou ne serait-ce que pour se soigner. Un autre village où on est passé, on nous dit que l'infirmière qui était là a pris sa retraite depuis 5 ans et que depuis, elle n'a pas été remplacée. Donc, ce qui fait que les gens, pour accoucher, sont obligés d'aller clairement au CHU de Tamba pour pouvoir avoir des soins. Donc les gens, pour accoucher, souvent c'est des accouchements difficiles parce que le temps de prendre la personne pour l'amener, donc voilà, faire 30, 40, 50 km avec des chemins rocailleux, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc on a vu vraiment quelque chose qui nous a meurtri, parce que j'étais loin de m'imaginer que le Sénégal des profondeurs souffrait autant. Et ça nous a encore conforté dans notre combat. Celui de venir aider nos concitoyens à avoir un avenir meilleur. Et ça renforce... On leur a toujours promis cela. Alors, ça tarde à se concrétiser. D'où le mot pragmatisme. Voilà, moi je dis, le pragmatisme, ce n'est plus des promesses. Non, il faut arrêter ces promesses-là qui n'aboutissent à rien. Et souvent, actuellement, c'est le cas, c'est la période des promesses. La foire aux promesses. La foire aux promesses. Mais, et on dit, ça n'engage que ceux qui y croient. Moi, je veux que ce soit du factuel. Aujourd'hui, auditer ces gens-là, leur demander leur background, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je pense que si on fait ça, le tri déjà sera fait sur beaucoup. Et après, de ce qu'ils ont fait, qu'est-ce que maintenant ils peuvent apporter? Moi, je ne promets pas un Sénégal comme Paris dans 2020, en 2030. Non. Mais je promets un Sénégal où tous les Sénégalais pourront avoir le minimum vital. Et après, selon l'exploitation de nos ressources, on verra comment faire pour en apporter davantage. Moi, je pense que ça, c'est du concret, c'est du réalisme. Et surtout, cela permettra aussi à nos concitoyens d'avoir foi en leur classe dirigeante, parce que c'est important. Et qu'il y a une nouvelle classe politique qui arrive. Moi, c'est la première fois, je pense que c'est le premier média que je fais au Sénégal. Bon, j'en ai fait un peu partout, un peu dans la sous-région. Mais au Sénégal, je pense que c'est le premier média où je fais vraiment une interview, parce que j'ai estimé que... n'est-ce pas là un handicap? Vous êtes dans l'espace politique. Oui. Donc, vous devez être en quête de visibilité. Mais sauf que... Et comme on dit, loin des yeux, loin des cœurs. Oui, mais sauf que nous sommes dans la politique réelle, dans la politique pragmatique. Nous ne sommes pas dans la politique de la fumée, etc. Non, nous sommes dans une politique où aujourd'hui, c'est pour faire vivre des projets, mais des projets concrets. Des projets concrets. Aujourd'hui, je l'ai dit tantôt dans un média, dans un autre pays, on m'a dit en tant que jeune entrepreneur, qu'est-ce que vous voulez apporter dans l'entrepreneuriat du Sénégal? Je dis du concret. Former nos jeunes, mais les former sérieusement. Les projets qu'on a mis en place, tels que l'ADER, par exemple la délégation à l'entrepreneuriat rapide ou autre, que cela ne soit pas uniquement des projets d'ambition politique ou des projets partisans, mais plutôt des projets réels qui servent réellement à nos jeunes, en les accompagnant de manière sérieuse et concrète. Et vous allez voir que normalement, les choses se mettront en place et ça évitera toute cette jeunesse qui est en train de prendre la mer pour des horizons ténébreux. Tout simplement. Cette jeunesse désœuvrée. Parce qu'on ne leur propose pas. On ne leur propose pas. On ne leur propose pas. À un moment donné, on leur a tellement proposé que maintenant ils ne croient plus. Ils ne croient plus. Et non, on leur a promis. C'est pas pareil. On leur a tellement promis. Au-delà de l'aspect sémantique, ils ne voient rien. Voilà. Parce que promettre, c'est ce que je dis encore une fois, des projets, des plans d'urgence. Non, il faut être pragmatique. Ok. Il y a des programmes qu'on peut mettre, je pense, en place. Et ces programmes-là, essayer de les appliquer à l'aide. Mais surtout, il faut que les jeunes soient formés. Il faut de la formation.
il faut de la formation. Mais aussi, il faut hausser le niveau de vie des gens. Les salaires doivent être revus à la hausse. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui travaille pour, je pense, moins de 100 000 francs, avec moins de 100 000 francs quand on habite à Dakar, c'est impossible. Oui. Tout simplement. Donc je pense que c'est un ensemble de problématiques auxquelles il faut travailler et surtout sortir quelque chose de judicieux qui puisse être profitable à nos compatriotes. Et c'est ce dont nous, aujourd'hui, le mouvement Askanu Sénégal, avec tous les gens qui nous accompagnent, et ils ne nous accompagnent pas parce qu'ils nous connaissent, non, ils nous accompagnent parce qu'ils ont vu ce que nous, on veut proposer. Voilà, on a fait un programme sur 8 points, parce qu'on estime que dans l'urgence où nous nous trouvons, ça sert à rien de faire des bibles pour ou voilà, des livres. Exactement. Il y a eu le plan Sénégal émergent. Exactement. Pensez-vous que votre programme de 8 points là pouvait être une alternative crédible au PSE? Je pense, parce qu'on y a vraiment travaillé, donc à la fois par notre comité exécutif que je salue au passage, mais aussi je salue l'ensemble de nos militants et sympathisants qui œuvrent depuis 2021 à ce que ce projet-là arrive ici, qu'il soit une réussite, mais surtout, je les encourage et leur dire que on continue le combat. Notre programme aujourd'hui des 8 points, bon, si vous le permettez, je vous le cite rapidement. Aujourd'hui, c'est l'éducation. Parce qu'une société de demain ne se fait qu'avec l'éducation. Après, quand les gens sont éduqués, il faut qu'ils aient de la santé. Donc quand les gens ont de la santé, après maintenant on s'occupe de cette jeunesse. Donc la jeunesse, force vive de la nation, donc qu'elle soit une jeunesse consciente. Parce qu'une jeunesse consciente, une jeunesse accompagnée, forcément une jeunesse qui va créer de la valeur. Et bien entendu, il y aura la sécurité et la défense parce que le contexte actuel du Sénégal demande cela. Voilà, le contexte actuel de la sous-région demande cela, donc c'est important aussi, voilà, les problématiques de sécurité et de défense, donc voilà, de les aborder. Nous avons l'écologie, l'environnement. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe un peu partout dans le monde. Donc, la préservation de notre environnement, de notre écosystème. L'écologie, le parent pauvre des programmes, dans les différents programmes. On en parle presque pas. Vous savez, le capitaine Thomas Sankara avait créé, je pense dans les années 80, il avait créé le ministère de la forêt, je pense. Et il y avait une idéologie dans chaque famille. Quand vous devez fêter quelque chose, planter un arbre. Les gens se disaient, mais ce mec-là, mais il est fou, ce monsieur, il est voilà. Mais en fait, plus tard, 30 ans, 40 ans plus tard, on se rend compte que c'était un visionnaire. Parce qu'aujourd'hui, le monde recule, la pression, le réchauffement climatique, aujourd'hui, est un réel fléau. Et donc, ça doit être aussi un combat dans tous les programmes politiques. Moi, je pense, enfin, c'est ce que nous, en tout cas, le mouvement Askanu Sénégal, nous pensons. Nous avons aussi dans nos points nos relations bilatérales et multilatérales. Donc, forcément, les relations internationales, c'est important parce que, et d'ailleurs, dans ce cas-là, j'ai fait un peu la sous-région parce que j'estime que un futur président de la République du Sénégal se doit de savoir aussi comment ça se passe dans la sous-région parce que nous appartenons à un écosystème qui s'appelle l'Afrique de l'Ouest avec des organismes régionaux. Donc, ces organismes-là, moi, j'ai été dans 4-5 pays de la sous-région où j'ai discuté avec des responsables de ces pays-là pour déjà m'enquérir de leur vision. Quelle est la suite pour l'Afrique de l'Ouest? Parce que cette Afrique de l'Ouest-là doit être une Afrique solidaire, une Afrique capable de s'autogérer, mais surtout une Afrique qui doit être prospère. Donc voilà, tout ça, c'est des problématiques auxquelles nous avons travaillé et surtout la fin, mais surtout l'un des points les plus importants de notre programme, c'est la probité et la morale. Donc il est temps, je pense, de travailler sérieusement sur le fléau qui gangrène notre système, la corruption. Il faut oser le dire et le dire sérieusement, mais aussi surtout y apporter des solutions concrètes. Parce que c'est ce dont nous avons besoin pour demain aider notre pays à aller vers des lendemains meilleurs. Aujourd'hui, après nous avoir fait le résumé de ce qui est ou ce qui était votre programme, avez-vous des regrets pour n'avoir pas eu la chance, ne serait-ce que
d'aller à la conquête des suffrages des Sénégalais pour pouvoir mettre en œuvre votre programme si vous étiez élu? C'est des profonds regrets. Moi, je trouve que c'est dommage pour notre pays. Je pense que c'est dommage pour notre démocratie parce que toute cette jeunesse-là méritait aussi d'y aller. Parce que je ne suis pas le seul candidat jeune, je pense, ou nouveau dans le jeu politique actuel. Il y en a d'autres. Hier, j'ai été à la conférence des leaders qui ont eu des problèmes avec leur clé USB. Donc, mais il y avait que des jeunes leaders, donc de la quarantaine. Donc ça veut dire que les choses sont en train de changer. Et ça me réconforte dans ce combat-là dans cette vision, dans cette stratégie que nous voulons imposer pour faire évoluer notre pays. Merci beaucoup. Abdou Khadre Sall, président du mouvement Askanu Sénégal et candidat recalé à la présidentielle. Nous allons marquer une courte pause, le temps de revenir. Recalé pour le moment parce qu'on a fait un retour et on y croit. Il y a toujours une lueur d'espoir. Voilà, exactement. Il n'y a aucun souci. Merci beaucoup. Merci, à tout de suite. Merci. Bien.